Bien. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. On va regagner sa place, en effet. Et nous allons, comme d'habitude, ne pas attendre les retardataires qui vont rentrer doucement par l'arrière. Merci d'être là ce soir pour cette avant-dernière intervention au séminaire Babel de cette année. Vous avez le programme pour ce qui concerne la dernière intervention de l'année et vous aurez probablement, si vous avez laissé votre email à l'entrée auprès de Corinne Dugré-Lebric ou si vous lui avez envoyé, vous aurez probablement l'annonce, les prémices de l'annonce du programme Babel de l'année prochaine, que nous vous enverrons par courrier mail, par courrier Internet. Nous ne fonctionnons plus que comme ça. Nous avons aujourd'hui, d'abord je vous remercie d'être là sur un sujet difficile, sur un monde étrange qui est celui de l'utopie que nous n'avons pas abordé ici à Babel en 20 ans d'âge. C'est un auteur, un sujet complexe. Donc visiblement, c'est les passionnés qui sont venus ce soir écouter René Caës. Je pense qu'ils sont venus aussi du fait de la présence de René Caës, qui me fait l'amitié, qui nous fait l'amitié de venir intervenir enfin à Babel, parce qu'il nous fait l'amitié, mais il a fallu quand même le pister. À de nombreuses reprises, il a enfin réussi à pouvoir dégager un petit temps pour venir nous enseigner, transmettre ses formidables capacités de théoricien. C'est un des grands psychanalystes vivants contemporains, c'est un des grands auteurs d'une œuvre théorique, il y en a très peu quand même, ils sont 5-6, pas plus, et donc nous sommes d'autant plus ravis qu'ils viennent faire un petit tour à Babel pour aborder un thème qui lui est cher et qui renvoie à ses autres pôles d'intérêt, la littérature, la sociologie, la psychosociologie. Bon. Alors bon, je vais vous faire une présentation succincte de René Caës. Vous connaissez son œuvre théorique, son parcours. Il sera discuté par quelqu'un que vous connaissez, Anne-Marie Smith, autour de l'œuvre de Thomas More. Il s'imposait qu'une native de Manchester puisse nous éclairer sur les particularités de la langue anglaise et de ce que ça pouvait signifier pour qu'il n'y ait pas d'erreur dans l'interprétation. Alors René Caës, il est bien sûr psychanalyste, il est professeur de psychologie à Lyon 2, de psychologie de psychopathologie à l'université de Lyon 2. Il n'est pas inutile de rappeler son premier livre qui correspond à ses débuts universitaires dans la psychosociologie, je l'ai dit. Son premier ouvrage s'appelait « Images de la culture chez les ouvriers français ». Il date de 68, Paris, Cujas. Vous connaissez le compagnonnage étroit, la contamination de pensée entre Didier Anzieux et René Caës. Si vous lisez Anzieux, dans bon nombre de notes de bas de page, il rend hommage à l'influence de René Caës dans le développement de sa pensée. René Caës, lui a rendu hommage dans de nombreux ouvrages, dont un qui est sorti ce matin, donc je vous en donne le titre, qui s'appelle « Penser l'inconscient », qui est les actes d'un colloque autour de l'œuvre de Didier Anzieux, qui vient de sortir donc chez Duno. Il a développé un certain nombre de thèmes avec des ouvrages qui sont maintenant des références incontournables, en particulier sur la question du groupe. Le groupe est le sujet du groupe. Beaucoup de ces ouvrages sont chez Duno. Le groupe et le sujet du groupe sont chez Duno, mais aussi les théories psychanalytiques du groupe qui est au PUF. Le complexe fraternel chez Duno 2008 est aussi un ouvrage de référence. Et puis vous avez ces contributions avec Didier Anzieux et d'autres collaborateurs autour des institutions en particulier. Je suis donc très content et je le remercie de venir intervenir à Babel et je lui passe tout de suite la parole. Bonsoir. Et merci, cher ami, pour cette invitation. Effectivement, elle a tardé, mais je suis très, très content qu'elle arrive aujourd'hui. Et à l'occasion... René, on va avancer le micro un petit peu pour que ce soit enregistré. Ah, d'accord. Et c'est aussi à l'occasion de la sortie de ce livre sur la pensée et du travail psychanalytique de Didier Anzieux, auquel Maurice Corcoz a contribué avec d'autres collègues. Et j'ai soudain entendu Babel comme une sorte de contrepoint à ce dont il est question dans l'utopie.
l'utopie serait d'une certaine façon une manière de réduire toute la polysémie, toute la diversité des langues pour tenter de faire une société unique dans une référence unique, dans un univers qui, peut-être comme la tour, qui est aussi une utopie d'une certaine manière, la tour de Babel, cependant serait érigé de telle sorte que ce monument qu'est l'utopie, cet isolat qui s'étend dans l'étendue, la tour se pointant verticalement, que ces espaces soient des espaces définis une fois pour toutes, sans histoire, dans tous les sens du terme, sans qu'il y ait les histoires et les conflits, mais sans qu'il y ait aussi le processus de l'histoire. Et pourtant, l'utopie est enracinée, celle de Thomas More, dans une histoire que je vais essayer de rappeler brièvement. Quelques mots sur ce qui a fait mon intérêt pour l'utopie. C'est sans doute des déterminations, des moteurs qui me sont personnels, comme dans toute recherche qui œuvre ici. Mais c'est surtout, c'est aussi le travail avec les groupes et un travail avec une adolescente qui avait inventé une utopie. C'est une adolescente qui avait inventé une utopie comme une façon de tenter de s'auto-guérir. Comme souvent, les adolescents organisent des mondes cohérents, des mondes dans lesquels ils puissent à la fois trouver leurs limites et en même temps le peupler de leurs conflits internes en leur trouvant une solution. Alors Madeleine avait été une petite fille dont l'enfance avait été marquée par une série de morts qui ont précédé sa naissance, la mort de son grand-père maternel, notamment quelques jours avant sa naissance, puis la mort d'un petit frère. Elle naît quelques mois plus tard, prématurée. Elle a une enfance, c'est une enfant intelligente, elle réussit assez bien à l'école primaire, et puis elle a aussi beaucoup de difficultés de contact avec les autres enfants. Elle vit très enfermée dans sa chambre. Ses parents se séparent après la naissance d'un autre petit frère qui vient tout de suite après sa naissance à elle. Et elle connaît alors différents épisodes assez graves allant à la puberté, dès l'entrée de la puberté, d'anorexie et deux épisodes de boulimie. Puis ça se passe aux alentours de 68. Elle commence à 14 ans à consommer du hash. Ça alerte son père avec lequel elle vit. Et elle m'est présentée par son père pour essayer de voir ce qui se passe. Et elle est d'accord. Et donc nous entreprenons une thérapie. Au cours d'une séance, elle arrive... elle est généralement silencieuse pendant une bonne partie de la séance, qui est... pour moi une grande difficulté parce que j'ai toujours du mal à savoir si son silence est un temps pour entrer dans l'espace et dans le temps de son propre temps interne, si c'est de l'hostilité qu'elle manifeste ainsi, les deux sans doute, et encore d'autres choses. Et elle arrive en retard très souvent. Je me souviens qu'elle est une prématurée. Un jour, elle arrive en retard et elle arrive, dit-elle, glacée. Elle est allée voir dans une clinique une parente qui vient d'accoucher et elle est passée devant la salle des prématurés avec une sorte d'effroi et de sidération. Et là, elle s'est sentie alors complètement glacée, au point qu'en arrivant à la séance, elle me demande une couverture. Ce que je lui donne comme ça, en la lui présentant simplement, mais sans l'interroger sur effectivement ce qui la pousse à me faire cette demande assez exigeante. Quelque temps se passe et elle me dit qu'elle se sent mieux et que cette
cette rencontre avec l'hôpital, avec la clinique plus exactement, lui a rappelé une construction qu'elle avait faite quelques années auparavant, d'une construction, d'une fiction qu'elle n'appelait pas son utopie, mais qu'elle appelait l'histoire de son hosto-île. Alors, je trouvais que c'était une dénomination intéressante parce qu'on y entend à la fois l'hosto, le lieu d'abri, et en même temps l'hostile. Et ce qu'elle avait inventé, c'était un hôpital qui se trouvait d'abord sur un navire. C'est sans doute une réminiscence de son grand-père maternel mort, médecin militaire dans la marine. Elle avait installé là son hôpital et je pense que ce qui soutenait son idée, c'était d'y héberger tous les morts qui avaient précédé ou entouré ou succédé à sa naissance. Et ensuite, de cet isolat, de ce bateau hostile, elle avait migré, elle avait fait migrer cet espace de soins, de réparation, dans une île, d'où l'hosto-île. Et là, elle avait organisé un lieu très, très méticuleusement organisé, obsessionnellement organisé, où les malades transitaient sans grande intervention des médecins. Ah oui, elle disait aussi que tous les médecins devaient avoir été d'anciens malades pour pouvoir soigner, ce qui était une idée tout à fait intéressante. Et au fond, ça a pu être repris dans le transfert comme une question qu'elle me posait, de savoir si moi aussi je pouvais entendre quelque chose de sa souffrance. Et donc elle développe ainsi une utopie dont un certain nombre de traits me rappellent ce que j'avais lu chez Thomas More et chez Campanella, et du coup j'ai l'idée d'aller un peu plus loin dans cette exploration. La thérapie pour elle suit son cours, elle se remet à rêver, elle se remet à intégrer, non sans mouvement violent, la sexualité. On verra que dans l'utopie, précisément, un des traits de l'utopie, c'est, je pense aussi, l'évacuation et du désir singulier et de toute la pulsionalité. C'est un univers extrêmement contrôlé, fait précisément pour que ce qu'elle appelait, elle, la chair, ne vienne pas contaminer. C'est une des grandes obsessions de l'utopie, que la crainte de la contamination, d'où ces univers séparés, cloisonnés, enrobés de forteresses, et aussi toute cette dimension persécutoire qu'on retrouve dans les utopies. Surtout lorsqu'elles tentent de se réaliser, elles échouent généralement de manière extrêmement dramatique. Ça se termine quelquefois par des suicides collectifs, comme ça a été le cas il y a quelques années, vous vous en souvenez peut-être, à Guyana. Alors, ce dont je vais vous parler, c'est de l'Utopia de Thomas More. Et je vais essayer donc de préciser dans quel contexte historique apparaît ce discours utopique, mais aussi un certain nombre de discours utopiques qui n'est pas seulement celui de Thomas More, mais qu'on peut retrouver depuis Platon jusqu'à Sade et jusqu'aux utopies de 68. Alors j'essaierai donc de repérer différentes formes du discours utopique chez Platon dans la République, chez Saint-Augustin dans la Cité de Dieu, et essayer de repérer comment dans ces utopies, le projet utopique se définit d'abord comme un projet philosophique et politique, ou comme un projet théologique. Il s'agit de reconstruire un univers qui a été, d'une certaine manière, détruit. Et d'une certaine manière, on peut dire que toute utopie reproduit le trajet que les adolescents font lorsqu'ils commencent à s'intéresser à la philosophie, ou comme les grands philosophes l'ont eux-mêmes parcouru. C'est un monde qui risque d'être détruit, qu'il faut reconstruire, qu'il faut réélaborer, dont il faut repréciser les fondements. On trouve, je crois, cette position aussi bien chez Descartes que chez des philosophes contemporains. L'utopie trouve son nom générique, son nom propre, son code, son style, sa valeur de référence comme genre littéraire spécifique avec l'Utopia de Thomas More, précisément.
Et elle se présente donc, disais-je, comme un genre littéraire, mais elle est aussi une chose mentale, une manière de penser l'impensable d'une catastrophe. Et je crois que ce que je vous ai dit à propos de la clinique, à propos de Madeleine, indique bien cet arrière-fond catastrophique sur lequel se construit l'utopie. Elle est aussi prophétique. Elle annonce un autre ordre, un ordre au sens métrique du terme, un ordre politique, un ordre social, mais aussi un ordre psychique autre. Et c'est une conception autre de l'espace et du temps. Puis j'essaierai ensuite de montrer comment l'utopie est chose mentale, comment elle se construit sur qu'on pourrait appeler une position paradoxale. Elle n'est pas, et elle est. Elle tient dans son désignation même ce principe d'affirmation et de négation, et ce principe d'être et de ne pas être, d'une certaine manière, est aussi ce qui l'organise, mon point de vue est celui d'un certain nombre de collègues que j'ai consultés, comme chose littéraire. L'utopie, vous le savez, c'est le lieu, le topos, d'un non-lieu. Et ainsi, on pourrait aussi considérer qu'elle oscille entre un espace transitionnel et un espace figé, intangible. C'est un espace, mais c'est aussi une représentation du temps. Un temps hors du temps, un temps qui fixe le temps, une fois pour toutes, puisque elle dénie le travail du temps, elle se construit contre l'histoire dans ses vicissitudes catastrophiques, et c'est aussi, en même temps, ce qui permet de sortir de l'histoire, ce qui permet de l'accomplir d'une certaine manière. Et ce n'est pas étonnant de ce point de vue que l'utopie soit à l'horizon de toutes les philosophies de l'histoire, d'une certaine manière, et de celles qui prédisent précisément la fin de l'histoire. Elle a été un des moments de la construction politique de Marx. C'est aussi un espace d'avant l'espace et un temps d'avant le temps. C'est une sorte de matrice qui n'irait pas jusqu'à l'événement, jusqu'à l'acte historique, jusqu'à la césure de la mise au monde. En réalité, il y a quelque chose dans l'utopie qui a à voir avec la difficulté d'être au monde, d'être mis au monde et de vivre dans les vicissitudes du monde. Et c'est pourquoi aussi elle est construite comme une enceinte. Cette muraille, chez Campanella, chez Thomas More, le nombre d'obstacles qu'il faut franchir pour être dans l'utopie, et aussi, ceux qui l'ont lu s'en souviennent, l'île d'Utopie naît d'une coupure, naît d'une terre qui formait un isthme avec la terre ferme, qui formait l'isthme de Abraxa, et c'est la coupure de cette île qui va créer donc cet isolat qu'est l'utopie. Il y a donc quelque chose qui a à voir avec la coupure d'un lien avec la terre ferme. Bon, on peut imaginer, sans être trop lourd, à quoi ça peut correspondre, et notamment donc chez Madeleine, par exemple, hein, dans sa prématuration et dans cette tentative de situer hors du temps et hors de l'espace habituel ces lieux de reconstitution. Ainsi, nous pouvons aussi considérer l'utopie comme un espace-temps originaire, et aussi comme un espace-temps eschatologique. Écologique, oui, ça l'est aussi par bien des égards. Donc, je vais essayer d'articuler ces trois éléments, l'utopie comme événement dans le processus historique-social, l'utopie comme discours de fiction, et l'utopie comme chose mentale, organisation d'une vie psychique avec les caractéristiques que je viens de rapidement indiquer. Je le disais, je le répète, et on va le retrouver à plusieurs reprises, la pensée utopique a pour horizon, pour motif, un horizon catastrophique, où prédomine rupture, rapport de violence, persécution.
Alors, le premier livre de l'utopie est la description de cet état de l'Angleterre sous Henri VIII, de violence, de désagrégation, de persécution. Je crois qu'on peut peut-être proposer une hypothèse assez générale en disant que l'utopie apparaît lorsque l'espace social, lorsque l'espace politique, économique et culturel est en crise. En crise violente, lorsque cet espace est déstabilisé par un changement catastrophique des systèmes de représentation, d'action ou de relations. Cette proposition vaut aussi pour la crise qui affecte l'espace psychique, la création utopique se présentant comme une issue de la confrontation avec une expérience catastrophique. Et toutes les utopies créées par des enfants, on a d'autres exemples là, ou des adolescents, j'ai donné celui de Madeleine, peuvent en témoigner. La maximalisation des incertitudes, les angoisses persécutoires et les persécutions réelles entretiennent la violence sociale et psychique. Et cet horizon catastrophique appelle donc un changement radical, un changement dont nous verrons qu'il est quelquefois un changement à 360 degrés, c'est-à-dire un retour du même dans l'idée d'un changement. Par rapport à l'espace et au temps dont je parlais tout à l'heure, on pourrait dire ainsi les choses lorsque l'histoire achoppe sur la perte du sens, à la fois perte de l'orientation et perte de la signification. Lorsqu'elle achoppe sur le non-sens, alors un retour, mais aussi un recours, s'effectue vers le temps d'avant le temps, au temps imaginé comme révolu, où le sens se faisait, se nouait, traçait les limites entre folie et raison. C'est généralement dans ce sens que l'on décrit un projet comme utopique, c'est-à-dire comme quelque chose qui ne peut pas se réaliser et qui voudrait revenir dans un temps d'avant, ou dans un temps projeté dans un avenir, mais problématique. Ce retour imaginaire et ce recours improbable sont à la fois de possibles fourvoiements, et en même temps, ils sont nécessaires à la pensée d'un changement. L'utopiste les représente et les situe dans un espace qui est à la fois la scène de ce changement, et qui en est la négation, puisque ce changement est, comme je le disais, un changement définitif. L'horizon catastrophique appelle pour ainsi dire un espace où le sens à trouver est fixé, et il est déjà là, il est figé, alors que persiste en même temps l'idée que l'histoire peut recommencer et que tout est possible. Prenons pour exemple quelques grandes utopies et leur contexte catastrophique. Les guerres du Péloponnèse, enfin il faut remonter un peu, je ne vais pas remonter au déluge, mais quand même, la République, c'est un texte extrêmement important, et le contexte en est les guerres du Péloponnèse, la mise en cause de la société athénienne, et aussi la mise à mort de Socrate. Et ce sont là des événements majeurs qui précèdent l'invention de la République. Autre élément important dans la République, outre le projet d'une République qui serait enfin dirigée par les princes philosophes, par des philosophes devenant princes ou par des princes devenant philosophes, comme dit Platon, c'est la structure dialogique du récit utopique, structure dialogique de ce qui s'échange entre Platon et ses disciples et qui s'organise comme une méditation sur les rapports sur les rapports entre la justice et le pouvoir, entre les individus et l'État. Thème de Thomas More, qui, vous l'avez vu, est très inspiré par le texte platonicien. Saint Augustin, quelques siècles plus tard, donc imagine la cité de Dieu au moment où l'Empire romain et avec lui le christianisme sont menacés d'effondrement ou s'effondrent, ébranlés par trois grandes crises: la montée des hérésies et du paganisme, la remise en question de la religion nouvelle devant l'échec du christianisme à protéger l'Empire contre les barbares, l'attente de la fin des temps. La cité de Dieu est écrite ainsi pour réduire le doute. C'est un élément important, cette façon de réduire le doute. L'idéologie y parvient également. Mais la mise en figurabilité que propose l'utopie est une autre façon de traiter cette même question lancinante. Comment réduire le doute? Comment sortir de
l'incertitude, comment sortir de l'angoisse et de la persécution qui, ici, l'accompagne. Réduire le doute, réfuter le paganisme, justifier le christianisme, fonder une philosophie sociale nouvelle. Ainsi, l'utopie religieuse que propose saint Augustin annonce le règne de la pauvreté, de la communauté des biens, thème que l'on va retrouver chez le catholique. Saint Augustin n'est pas la propriété des catholiques, évidemment, mais chez Thomas More, qui va reprendre ce thème évangélique, et il écrira « La disparition de la propriété privée augmente la grâce », thème que l'on retrouve également développé chez Thomas More. Ce thème, platonicien, puis chrétien, sera donc repris chez Thomas More et aussi chez cet autre grand utopiste napolitain, le dominicain, Tommaso Campanella. Une petite parenthèse ici, Thomas More et Campanella ont connu et la persécution et la prison. Campanella vit 27 ans dans les geôles de Naples. Il avait soutenu les révolutionnaires mexicains, la redistribution des terres, et vous voyez aussi que c'est un grand thème dans l'utopie, la redistribution des terres aux paysans, et pour cela, il avait été jeté en prison, outre que ses idées sur l'organisation sociale de manière plus générale, gênaient beaucoup aussi l'Église. Tous ces thèmes antiques, tous ces thèmes de l'Antiquité, Platon, saint Augustin, renaissent au Moyen-Âge sous la forme de fantaisie et de prophétie inspirées de la Bible et de l'Apocalypse. Et le thème de la destruction du monde est prévalent. Pourquoi ? Parce que surgissent les figures de l'imposteur, de l'usurpateur, de l'antéchrist qui vont arriver ou qui sont déjà là. Et ce thème de l'imposture va apparaître dans toutes les grandes utopies, y compris dans le récit que dénonce le porte-parole de Thomas More, Raphaël, dans le premier livre de l'utopie. La fin du Moyen-Âge fabrique, par contraste, les pays de cocagne, résurgence du mythe de la terre promise, mais d'abord de l'âge d'or, de la légende de l'île d'Atlantis, du continent perdu, englouti, de l'Eldorado. Eldorado, dont on va retrouver le développement à la suite des grandes découvertes, et qu'on va retrouver dans toutes les versions du pays de cocagne, dans tous les pays d'Europe. Lieux idéaux, où il n'y a pas de souffrance, pas de famine, pas d'épidémie, pas d'invasion. Et Bruegel le Vieux en a donné une image dans ses tableaux à plusieurs reprises. L'Église est au centre des contradictions entre son pouvoir temporel et sa position spirituelle, entre le développement du capitalisme naissant à la fin du Moyen-Âge et le message qu'elle entend faire valoir. Vous vous souvenez du roman de Umberto Eco, Le nom de la rose, peut-être aussi du film de Hanno, qui rendent compte l'un et l'autre, avec des sensibilités un peu différentes, de la mentalité de cette période, de ces contradictions dans la grande utopie du monastère savant. Le monastère est aussi partagé secoué par toute la crise qui traverse la chrétienté au XIIIe siècle. Les espérances et la terreur que suscitent ces grands bouleversements économiques, urbains de la fin du Moyen-Âge, les guerres et la grande crise intellectuelle et religieuse de la fin du XVIe siècle, début du XVIIe siècle, sont contemporains des premiers textes de Luther, qui lui aussi peut apparaître comme créateur d'une nouvelle utopie, comme le sont tous les grands réformateurs qui proposent un autre espace, un autre temps, une autre organisation suffisamment structurée. Dans ce même mouvement, la redécouverte de Platon par l'humanisme, via les Arabes, la montée du protestantisme, la contre-réforme, le développement du nationalisme avec les théorisations de Machiavel, tous ces éléments vont s'associer dans l'ébranlement de toutes les institutions du vieux monde, celle de l'Église et celle de l'Empire. Voilà un des contextes majeurs, un des arrière-fonds historiques, et
cet ébranlement a comme contraste, en quelque sorte, les nouveaux espaces d'expansion, des grandes explorations, de la découverte des terres inconnues, la fin du XVe, Vasco de Gama, et Amerigo Vespucci, il en est question dans le Thomas More, Magellan, qui fait le premier tour du monde, 3 ans après la publication de l'Utopie. Tout un mouvement de découverte de l'autre, de la terre australe, que l'on peut entendre aussi comme la terre de l'autre, comme cette terre à travers laquelle, dans la modernité qui s'installe, chacun est confronté à l'expérience de ce qui est aussi autre par rapport à son histoire et autre par rapport à ses contemporains. Tous ces voyages, toutes ces découvertes sont accompagnés d'un nombre considérable de récits imaginaires d'un autre monde qui serait ainsi un monde autre. L'Occident, donc conquérant, va donc découvrir des terres dont il rêve, dont il a d'abord rêvé, et quand sa propre terre, son propre espace social est en crise, il invente alors ses utopies sur tout un terreau de représentations qui lui sont fournis, véhiculés par la culture de cette terre australe, de la terre autre qui est aussi la terre de l'autre. L'utopie propose cet espace et ce temps pour qu'il soit définitivement hors catastrophe, contre le sauvage, contre le barbare, contre le déviant et contre l'excès du pouvoir. Mais elle propose aussi l'inverse, un espace de pouvoir absolu, un espace de l'enfermement radical, de la stricte mécanique sociale, politique ou sexuelle, chez Sade par exemple. La révolution mécanique et les automates de Vaucanson sont passés par là. Chez Sade, oui, en proposant l'inversion de l'ordre établi, l'utopie sadienne s'organise comme mise en scène d'un dispositif mécanique réglé par la jouissance sans perte, un appareil de contrôle rigoureux d'un système fermé, parfaitement ajusté dans l'espace clos du château, et la scène et l'enceinte. Et de la même manière, si l'utopie fouriériste met au premier plan le pulsionnel, le sauvage, elle génère un espace d'appareillage des pulsions et de réorganisation dans leur complémentarité, de telle sorte que l'harmonie devienne le principe organisateur du sauvage, enfin de transformation et de l'organisation contre le sauvage. Ainsi, l'utopie est toujours, me semble-t-il, à la fois une manifestation et l'expression d'une crise de l'espace social, en même temps qu'un essai d'en trouver une solution dans la fiction. L'utopie est cette réponse spécifique à la crise des garants, ce que j'appelle les garants métasociaux, c'est-à-dire de ces constructions qui soutiennent l'ensemble social, de la même manière qu'un certain nombre d'organisations psychiques fonctionnent comme à un niveau métapsychique, dans la mesure où, sans ces formations, telles que par exemple ce que Pierre Aulagnier a défini comme le contrat narcissique, et qui génère donc la possibilité d'une vie psychique, sans ces garants, il n'y aurait sans doute pas une vie psychique qui pourrait se développer et qui nous exposerait à la mort. Donc l'utopie fait partie de ces constructions méta qui soutiennent l'ensemble d'un édifice ou qui veulent refonder la stabilité d'un édifice social. De la même manière, pour Madeleine, elle a été cette reconstruction d'un édifice fictionnel, d'un édifice imaginaire dans lequel pouvait se représenter, se figurer, se symboliser, sans doute aussi à travers le mouvement transférentiel, ce qui était le drame de sa venue au monde, on peut le dire ainsi. L'utopie n'est pas seulement projet social, critique historique, instauration d'un définitif contre la catastrophe, elle est aussi, et depuis Platon, une chose littéraire. Elle existe comme œuvre de fiction produite par la consistance d'un texte, par son agencement spécifique. Elle n'atteint sa visée de changement d'ailleurs qu'à travers cette fiction
littéraire. Au début des années 70, un certain nombre, c'est juste quelques années après 68, vous l'avez noté, plusieurs personnes se sont intéressées à l'utopie parce que il y en avait des quantités très intéressantes qui se mettaient en marche, mais c'est un certain type d'utopie justement qui vont faire l'objet d'une précision grâce au travail de quelques sémioticiens et poéticiens comme Louis Marin, Georges Benrekassa et Jean-Noël Vuarnet, parmi ceux qui m'ont intéressé au moment où j'ai commencé à travailler sur l'utopie. Leurs travaux ont permis de repérer les lois de l'agencement du texte utopique et d'en proposer une lecture qui en a renouvelé, je crois, les analyses traditionnelles. En fait, l'intérêt pour le texte utopique avait été laissé de côté au profit de sa dimension essentiellement sociale, sa dimension anthropologique, d'une certaine manière. Et ce qu'ont fait ces trois lecteurs, d'autres aussi, mais principalement ces trois lecteurs, c'est de déplacer l'intérêt pour la fonction sociale de l'utopie vers le plaisir de l'agencement du texte, sans pour autant méconnaître l'intrigation de ses œuvres avec l'histoire. Alors je commencerai par Louis Marin, dans son très beau livre utopique Jeux d'espace, en 1973, qui, je crois, a été un des premiers à attirer l'attention sur la structure dialogique du discours de Thomas More dans l'Utopia. Il a aussi mis en évidence cette caractéristique de toute utopie, l'importance accordée à la délimitation du lieu dans la fondation d'un nouvel espace. Là, je crois qu'il reprenait déjà des thèmes qui avaient été esquissés, mais il lui a donné une force et une ampleur qui m'a beaucoup touché. Il remarque que l'architecture qui organise le lieu et l'espace de l'utopie dans l'Utopia et dans quelques autres utopies est fondée sur le principe de l'inversion dans le contraire, ce dont témoigne chez More l'inversion toponymique principale. J'ai rappelé utopie, utopia, lieu, non-lieu, lieu de nulle part, mais l'utopie décrit aussi un lieu qui peut s'appeler eutopia, lieu du bien, le bon lieu, le lieu du bien-être, le lieu idéal, le lieu du bonheur. Ainsi, il y a déjà une ambiguïté dans ce lieu de nulle part qui serait le lieu du bonheur et qui indique donc que peut-être le bonheur n'est pas ailleurs que dans nulle part, nulle part ailleurs qu'ailleurs. Ce nom de l'heure définit ainsi un espace paradoxal, mais aussi inscrit dans le nom même l'inscription d'un déni ou d'une dénégation. On pourra définir les choses peut-être plus précisément. Georges Benrekassa, l'année suivante, en 1974, s'est intéressé, lui, au statut du narrateur dans les textes qui relèvent du genre de l'utopie. Et il montre très finement comment, venant d'un certain lieu, le narrateur est un voyageur qui raconte ce qui se passe aux auditeurs d'un autre lieu. Il vient d'ailleurs, ce narrateur, il articule quelque chose de l'altérité pour ses semblables mêmes. Les caractéristiques du narrateur dans l'utopie sont remarquables. C'est donc un être de voyage, comme l'est Raphaël, qui transite entre le même et l'autre. C'est comme une sorte de personne intermédiaire, un Mittelsmann, comme disait Freud, un être de frontière, un Grenzwesen, c'est-à-dire un être qui est dans le conflit, mais aussi dans l'articulation entre deux univers ou deux serviteurs. C'est ainsi que Freud définit le moi comme un Grenzwesen, un être de frontière. Il est aussi, ce voyageur, un témoin, et un go-between. Il va entre deux, entre plusieurs. La représentation de cet entre-deux est donc possible pour le lecteur de l'utopie par le moyen de cette identification à ce personnage intermédiaire, Mittelsmann, Grenzwesen. Et elle permet donc de mobiliser chez le lecteur sa capacité, et déjà peut-être son désir de faire coexister plusieurs espaces, inconnu, un inconnu, son propre espace avec celui d'un autre, un autre suffisamment proche ou d'un radicalement autre.
Cette position du narrateur est décisive et fait une des grandes valeurs de ces utopies canoniques. On le retrouve plus tout à fait chez Fourier, par exemple, même pas du tout, ou chez Marx, ou chez Godin, ou chez d'autres utopistes. Sans le narrateur, dans ces utopies canoniques, sans le rapport du narrateur à l'utopie qu'il raconte, le récit n'aurait peut-être plus ce statut à la fois d'attestation, oui, je l'ai vu, j'en viens, je peux en témoigner, et d'incertitude, car nous ne savons rien de la localisation du lieu. Mort n'en dira rien. Et on ne sait pas où ça se situe, pas plus que la terre australe. Ce n'est pas nécessairement l'Australie, mais bon, ça pourrait l'être. Et encore une autre fonction du narrateur dans l'utopie. L'utopie ne peut en conserver son statut poétique, et je fais allusion ici au titre de Tommaso Campanella, la poétique cité du soleil, que pour autant qu'elle continue à être racontée et non pas réalisée. J'ai dit tout à l'heure le danger que recèle, le danger mortel que recèle la réalisation à la lettre de l'utopie. Elle ne peut pas exister dans l'histoire, puisqu'elle, d'une certaine manière, elle entend, en la transcendant, en lui mettre un terme. Ce qui est fondamental dans l'utopie, c'est le fait de la dire, c'est le récit, c'est l'évocation d'un lieu autre, d'un ailleurs, de l'esprit qui soutiennent ainsi cet effet poétique de la rupture et de la perte de l'espace originaire. C'est ce que fait Madeleine. Il fallait qu'elle me fasse entendre, il fallait aussi que j'entende sa création poétique dans son utopie. Et là était, je crois, toute la vertu autothérapeutique qui devient un processus de travail psychique analytique avec elle à partir du moment où elle peut me raconter son ostoïle. Dès lors que l'utopie se réalise, elle devient exactement l'inverse de ce qu'elle entend transformer. Et c'est cet univers, cet espace de la contrainte la plus absolue qui reproduit et amplifie ce que précisément le narrateur de l'utopie est en train de dénoncer. Que la contrainte sociale, la contrainte politique, économique et culturelle sont devenues intolérables, oui, mais réaliser l'utopie assure le retour de cet intolérable. Dans cette perspective, les distinctions apportées par Jean-Noël Vuarnet en 1976 m'ont paru d'une très grande efficacité. Vuarnet distingue différents modes de l'utopie, et cela va permettre de sortir un peu de cette vision manichéenne, d'une certaine manière, que l'utopie porte en elle-même. Il distingue en effet différents types. À partir de ces différents modes de l'utopie, on peut distinguer différents types de mentalisation utopienne. Il dit tout d'abord que les utopistes sont des rêveurs. Et cette dimension du rêve a introduit donc ce désir de représenter à travers la fiction du texte la réalisation d'un bonheur impossible dans la réalité. En ce sens, il a véritablement, sinon le statut d'un rêve nocturne, au moins celui d'une rêverie. Mais ce rêveur peut avoir différents statuts lui-même. Il peut être ce que Vuarnet appelle un rêveur concret. Le rêveur concret, c'est celui qui ne rêve qu'une seule fois et qui veut réaliser son utopie, qui actualise des rêves d'hier, de l'enfance, de la veille, dans la réalité d'aujourd'hui. Ainsi, les grandes utopies historiques du fascisme, du nazisme ou du stalinisme ont été des rêves de rêveurs concrets. Et chacun de ces exemples montrait dans quelle impasse meurtrière
ces réalisations nous ont conduits. Mais il distingue le rêveur concret du rêveur constant, qui lui, est toujours au-delà des changements, qui n'est satisfait dans aucun de ses désirs par aucune utopie. Il la poursuit, il l'esquisse, il l'efface, il en reprend une autre. L'utopiste, en tant qu'il est rêveur concret, ne désire qu'une fois pour toutes. Ensuite, on ne désirera plus. Et d'ailleurs, le texte de l'utopie, aussi bien chez Thomas More que chez Campanella, nous montre un univers où il n'y a plus de désir possible. Tout est déjà là, rien ne peut changer sous l'effet du contrôle, sous l'effet du contrôle de la sexualité, du contrôle des relations sociales, du contrôle de la violence qui va se déverser chez l'étranger. Alors le statut de l'étranger dans l'utopie est quelque chose de tout à fait remarquable, puisque c'est celui sur lequel on peut exercer toutes les violences qu'on s'interdit de réaliser à l'intérieur de l'espace de l'utopia. Et c'est tout à fait intéressant de voir comment le traitement de la violence se fait dans l'utopie. L'utopie du rêveur concret, paradoxalement, assure la défense contre le rêve. Je ne sais plus dans quelle utopie j'avais lu que, dans le texte de quelle utopie j'avais lu que sur les murs de la cité étaient inscrits tous les rêves possibles à rêver. Ils étaient gravés dans la pierre, de telle sorte que rien ne soit plus rêvable. Tout est là, tout est manifeste, tout est au regard, au vu, à la connaissance des autres. Et c'est là aussi, il y aurait aussi beaucoup à dire. On va penser au Panopticon de Bentham et à toutes les mythes de la maison de verre, à penser sur le contrôle par le regard, par la transparence, l'idée de la transparence, de la société transparente. C'est un grand thème de notre société hypermoderne que celui de la transparence, qui bien entendu est aussi une façon d'occulter l'obscur, les zones inaccessibles ou inavouables. L'utopie systématique est celle des rêveurs concrets. Ils fabriquent un univers où le système doit s'organiser, fonctionner, et on ne peut pas dévier de ce que le système a prescrit. Rien, comme je le disais tout à l'heure, rien n'est changeable une fois que le système est mis en place. Au contraire, le rêveur constant, lui, rêve d'utopie ponctuelle ou de fragments d'utopie. C'est d'une certaine manière ce qui a été le statut de l'utopie. Il y a eu deux statuts de l'utopie, me semble-t-il, en 68, majoritairement des utopies ponctuelles, de rêveurs constants. Il ne fallait surtout pas réaliser, surtout pas. Et puis, en 69-70, dans la grande déprime d'après 68, alors on est allé sur le Larzac, élever des moutons, faire du fromage de chèvre, vivre dans des communautés. Il y avait des modèles qui étaient des modèles, ce qu'on appelait alors les tribus éphémères, qui étaient des modèles de groupes spontanés qui ne vivaient que de l'effervescence de leur statut instituante, mais qui ne s'instituaient jamais. Et puis il y avait les communautés aussi fermées, dont certaines ont été utilisées en psychiatrie avec le traitement notamment des toxicomanes. Aux États-Unis, ça a été... comment s'appelle cette grande utopie un peu folle qui... ça n'en revient pas. Le rêveur constant, celui qui propose des utopies ponctuelles, celui-là peut être un levier de la révolution. D'une révolution qui n'est pas dictée une fois pour toutes. Il propose des voies, il invente, comme dit Vuarnet, en marge du système, des espaces où quelque chose de différent peut advenir, sans que pour autant ce qui est différent prenne immédiatement le statut d'une réalisation. Autrement dit, c'est
une utopie qui est le lieu du pas encore changé et du possible changement. Et d'une certaine manière, on pourrait dire que Thomas More, en dépit du caractère très systématique de son utopie, quand il revient dans les dernières lignes, dans la dernière ligne de son texte, dit que finalement cet univers qui lui est décrit par Raphaël, eh bien, il peut le souhaiter, mais peut-être pas vraiment l'espérer. Comme s'il y avait là, il pressentait là aussi le danger de cet univers, ou alors parce que le souhaiter restait dans l'ordre imaginaire, mais que l'espérer dans la réalisation sociale était peut-être encore à ce moment-là beaucoup trop difficile dans le contexte de l'Angleterre. Et ce brave Thomas More n'était pas au bout de ses peines en 1516 lorsqu'il décrit l'utopie. Alors l'utopie de Thomas More, donc, pour revenir plus précisément au texte, vous savez là aussi qu'elle s'inscrit dans une Angleterre traversée par de grandes crises, par des injustices considérables dans l'appropriation des terres, dans le pouvoir des seigneurs, dans les armées de valets qui pillent les paysans, qui les dépossèdent, et par le développement du capitalisme à travers l'appropriation des terres, leur transformation en terres de pâturage pour élever les moutons, c'est les enclosures qui donc se substituent à l'agriculture, créant des famines considérables. Voilà. En Angleterre, et des révoltes paysannes sévèrement réprimées. Et puis il y a aussi tout le contexte des religieux qui va se développer, qui est déjà là présent dans un certain nombre de positions à l'intérieur du catholicisme, qui sont des positions qu'on pourrait dire issues pour un certain nombre d'entre eux de la spiritualité et aussi de la politique des communautés franciscaines, qui prônent donc un retour aux communautés évangéliques, une réduction du pouvoir des prêtres, la mise en place de communautés paroissiales, donc quelque chose de plus démocratique et communautaire. Bon, tout ça, c'est l'espace à la fois c'est l'espace du capitalisme naissant, c'est l'espace des grandes injustices, c'est l'espace des grandes catastrophes. Et More écrit son livre sur 2 années, en 1515 et en 1516. Il écrit d'abord la première partie de l'Utopie en 1516, ce qui va apparaître comme la première partie dans le livre, c'est-à-dire une description de l'utopie à proprement parler, et la présentation du contexte historique de l'Angleterre en 1516. L'ouvrage est publié à Louvain, et Thomas More le rédige au cours d'une mission diplomatique qui l'embête beaucoup. Il doit négocier entre l'Angleterre et Charles d'Aragon, je crois, des conflits dans lesquels la France est aussi très au centre d'un certain nombre de trahisons de part et d'autre, aussi bien du côté anglais que du côté français. Au départ, More dit que c'est une sorte de jeu, d'invention, une bagatelle, dit-il, inspirée des auteurs antiques, de Lucien, et qu'il ne faut pas y voir là quelque chose d'autre que une sorte d'amusement. En réalité, il ne faut pas le croire. Enfin, c'est effectivement une méditation critique extrêmement forte, violente, contre la société et le régime politique de l'Angleterre à cette époque et depuis déjà quelque temps. Le texte de l'utopie à proprement parler, la description de l'île, se fait par l'intermédiaire de la rencontre de Thomas More avec un voyageur, Raphaël, qui lui décrit ainsi ce qu'il a visité et qui lui
lui rapporte et qui vient en quelque sorte en une sorte de contrepoint, apportant une solution à la critique politique, sociale et économique de Thomas More. Il propose donc un système autre, exemplaire, et il le rapporte de son expérience. Alors, je ne peux pas résumer l'ensemble de l'utopie, mais simplement essayer de tirer quelques perspectives, et nous passerons ensuite à la discussion, sur ce qui, de mon point de vue, caractérise l'espace mental de l'utopie. Beaucoup insisté sur l'idée que l'utopie, le texte utopique, l'agencement du discours, et je retrouve ici ce que m'ont appris Louis Marin et Henri Cassa et Vuarnet, est organisé autour de cette nomination d'un lieu qui est celui de nulle part, qui est un non-lieu, et qui est donc à la fois est et n'est pas. Et donc je pense qu'on peut donner à cette caractéristique du nom de l'œuvre sa formule générique. Et le paradoxe qui l'organise peut prendre différentes allures. D'abord, celui du paradoxe logique, tel que les travaux de Russell et de Whitehead l'ont mentionné, coexistence d'éléments appartenant à des systèmes de niveau logique différents. Une autre référence du paradoxe est développée par l'école de Palo Alto et reprise par des psychanalystes comme Anzieux, Gibello, Racamier ou Roussillon, et le caractère pathogène du paradoxe comme tentative de neutraliser des processus de pensée et des processus de pensée étroitement liés au lien, à un certain type de lien avec l'autre. L'histoire des cravates en est un exemple canonique. Enfin, Winnicott propose lui aussi une autre conception de l'utopie, en ne donnant pas d'emblée un caractère pathogène ou paradoxe, mais décrivant ce qu'il advient dans cette expérience psychique fondatrice où coexistent sans s'annuler, sans se neutraliser, ni se détruire deux ordres différents, le dedans et le dehors, le moi et le non-moi. Et cette paradoxalité de l'utopie me semble plutôt être du côté de ce que Vuarnet décrit comme l'utopie du rêveur constant ou l'utopie ponctuelle, comme jeu d'une certaine manière, alors que on pourrait dire que les autres formes d'utopie plus systématiques et concrètes obéissent à une logique qui tire plus du côté du figé et du fétiche, d'une certaine manière, de l'objet fétiche, qui ne doit pas bouger sous aucun prétexte. Lorsque la tolérance au paradoxe est possible, elle définit un espace de jeu, un espace de création que, précisément, la réification fétichiste peut pervertir et figer. Ce qui caractériserait alors l'utopie paradoxale comme définissant un espace potentiel, et ça a été le cas, c'est devenu d'une certaine manière le cas pour Madeleine, c'est ce qui s'est transitionnalisé dans sa thérapie, c'est la possibilité pour elle d'introduire un désordre dans cet ordre et de s'approprier les relations entre son désordre interne et la construction très soignée, tirée à quatre épingles, obsessionnelle, tout était contrôlé, stérilisé, on stérisait les instruments et les infirmières, elle me dit ça un jour comme ça, dans le même souffle, ce qui est quand même assez porteur de aussi ce que ce contrôle a comme puissance mortifère. Et l'utopie, donc, dans la mentalisation paradoxale au sens de l'espace potentiel, c'est non pas une solution, mais c'est une élaboration critique d'une crise. C'est une élaboration critique de tout, d'abord de ce qui peut coexister dans un monde en désordre des espaces d'ordre, mais qui ne viennent pas se substituer nécessairement, concrètement, de manière réifiée
à l'espace du désordre, c'est impossible. Et le refus de la systématisation est donc le garant de cette possibilité d'élaborer une crise. C'est, je pense, ce qui était l'inspiration profonde de 68. Ça, c'était à la fois changer le monde, mais le changer dans des conditions qui soient qui ne reproduisent pas ni la bureaucratie, ni le contrôle qui était dénoncé, ni la restriction morale qui accompagnait les injonctions de cette société. Eux-mêmes manient le paradoxe. Il est interdit d'interdire, ou en tout cas quelque chose qui ressemble bien à un oxymore, c'est-à-dire la coexistence d'éléments opposés, voire contradictoires, dans le même univers, sans que pour autant l'un résolve l'autre. C'est seulement leur tension qui est intéressante. Soyez réaliste, demandez l'impossible, vous vous souvenez aussi de cela. Voilà. La systématisation, vous voyez, introduit donc l'ordre et l'harmonie, et avec eux, la totalité, le un tout, et l'achèvement. Autrement dit, je le rappelais tout à l'heure, le paradoxe systématique aboutit à présenter comme autre un système qui devient totalitaire, le même, inversé que le précédent. Au fond, l'horizon, c'est de reproduire de la violence, du pouvoir absolu, et on en voit quelques germes chez l'utopie de Thomas More. Donc d'être un changement qui va exclure tout changement une fois que celui-ci a été institué par cette coupure radicale qu'est l'instauration de l'île d'Utopia. Bon, More a le génie de faire de Raphaël, ce voyageur, cet entre-deux, ce go-between, cet mittelsman, cet être des frontières, comme lui l'est, comme More l'est lui-même, dans sa position à la cour. Et il va devenir un chancelier tendu entre des exigences contradictoires. Et il est toujours à l'affût sur les conflits de frontières. Lorsqu'il va à Anvers pour négocier le conflit avec l'Europe continentale, c'est sur une autre terre. Enfin, il est dans sa fonction diplomatique, c'est aussi un homme des frontières. Et Raphaël, son homme des frontières, son homme d'entre-deux, lui, d'une certaine manière, est présenté comme ne pouvant pas supporter l'ambiguïté, l'entre-deux, le compromis. Et More en donne plusieurs exemples dans un apologue qui est celui des Acoréens. Alors vous voyez comment les mots sont fabriqués aussi. L'Acorée, c'est, ceux qui ont fait du grec le savent immédiatement, c'est le pays qui n'existe, le pays pas pays. Ça me rappelle d'ailleurs une des premières utopies que j'ai entendues dans un groupe d'enfants. C'était un groupe d'enfants qui... c'était en 68. Un groupe d'enfants qui se parlait de la naissance d'un petit frère chez l'un d'entre eux. Et ils avaient imaginé, pour accueillir ce petit frère, un monde tout à fait différent. Il attribuait à cette naissance, qui en réalité était aussi une petite catastrophe pour l'un d'entre eux, il utilisait cet événement pour construire un monde différent. Ce monde s'appelait la Djinn, et les habitants, les Djinnos, ça se situait sur une île. On pouvait y accéder seulement par hélicoptère,
Et ce pays des Djinns avait comme caractéristique que tout était inversé. C'est-à-dire que c'était les enfants qui avaient le pouvoir et les parents qui devaient aller à l'école, que ceux qui... Peut-être que les enfants allaient faire des enfants et pas les parents. Enfin, il y avait toute une série d'inversions, des générations, jusqu'au moment où ils inventent un langage pour cette utopie. Et ce langage Djinno comporte cette particularité que pour dire papa, on dit pas maman. Et inversement. Et ils disent aussi pas droit pour dire gauche, etc. Bon, donc c'est tout à fait ça, mais c'est drôle. Jusqu'au moment où ils essayent de nommer des organes du corps et tout d'abord ils avaient à choper sur pas maman et pas papa, parce que c'est quand même, on peut pas dire que maman c'est pas maman. Enfin, ils se prennent à ce jeu de négation, de retournement, et ils en jouissent beaucoup, enfin, dans cette invention. Et puis ils continuent leur exploration, leur invention d'un lexique, et ils disent dans une phrase dont je ne me souviens plus, il avait pas mal à pas cœur. Alors l'un d'eux dit pas cœur, on ne peut pas dire pas cœur. Pourquoi on ne peut pas dire pas cœur? Parce qu'il n'y a qu'un cœur. Alors la négation ne pouvait s'appliquer que sur quelque chose qui pouvait quand même exister. Maman, c'est pas maman, mais c'est quand même maman. Ou papa, c'est pas papa, ça peut être maman, mais ça peut être aussi papa. Donc, cœur, là, l'asymétrie dans le corps humain les conduisent à une impasse. Et c'est vraiment passionnant parce que cette articulation de l'espace du corps comme matrice de l'espace de l'utopie est quelque chose dont on pourrait faire une lecture également dans l'utopie de Thomas More, comme dans celle de Campanella, et comme dans celle de Madeleine, avec toutes ces frontières, toutes ces peaux, toutes ces enveloppes qui sont des enveloppes hérissées, des enveloppes protectrices, cette muraille pour protéger, etc. Et puis tous ces transits qui sont contrôlés, tous ces craintes de la contamination, etc. Donc, pour revenir à Thomas More, son Raphaël est quelqu'un qui décrit un univers très épuré, mais qui ne peut pas supporter l'entre-deux, l'ambiguïté, le compromis. Et il raconte donc cette histoire des Acoréens, des habitants qui habitent le pays qui n'est pas un pays, pour illustrer la passion dominatrice d'un roi qui, voulant conquérir une autre terre, ne peut administrer ni l'une ni l'autre, et donc est constamment dans le désastre, puisqu'il ne s'occupe de rien de vraiment bien. Et ça, Raphaël ne le supporte pas. Mais en même temps, que Raphaël montre comment les inversions, le jeu des inversions maintient la pérennité finalement des systèmes qui sont dénoncés. C'est lui le premier qui fait la critique du système dont il rapporte l'organisation. En même temps, il va donner des exemples où cet univers va être complètement clivé, et notamment vis-à-vis des terres étrangères. L'étranger est toujours le lieu dans lequel se déverse la sauvagerie, se déverse le pouvoir, le désir de contrôle, la domination. On les réduit en esclaves, on leur prend leurs terres, on va les cultiver, on les colonise. Il y a d'ailleurs toute une théorie de la colonisation qui est vraiment d'une modernité, enfin, par rapport aux théories, et d'une précision par rapport aux théories de la colonisation telles qu'elles apparaissent dès le XVIIIe et au XIXe siècle, et peut-être encore aussi de nos jours, etc. Ce rapport de l'utopie et du paradoxe sont finalement ce qui permet
à l'utopiste lorsque le paradoxe s'ouvre suffisamment pour introduire de l'humour dans l'organisation du discours et de l'espace,